Bien, merci Renaud. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ce qui me concerne, j'avais prévu initialement d'intervenir sur la question des technologies médiatiques en tant qu'arme matérielle de la conflictualité sociale, et plus particulièrement, j'avais initialement prévu d'interroger le recours à l'informatique connectée dans le cadre des politiques du conflit, façon, on va dire, grand angle. En fait, ce que je voulais faire, c'est vous présenter un ouvrage qu'on a sorti il y a quelques mois, qui s'appelle « Mobilisation numérique ». Il se trouve que j'ai fait un petit aménagement pratique, un petit ajustement pratique, dans la mesure où, quand j'ai regardé les thématiques des interventions de mes autres collègues, il m'a semblé en fait intéressant d'ajuster un petit peu ma proposition. Et donc j'ai jugé utile au final de recentrer mon propos sur le thème, on va dire, des espaces publics oppositionnels sous condition des technologies de l'Internet. Et pourquoi? Tout simplement parce que cette réorientation, en tout cas je le pense, permettra de maintenir une unité thématique à cette plénière. Alors, j'ai quelques exemplaires de cet ouvrage, j'en parlerai pas dans le détail du coup, que je tiens à votre disposition, je vous les offre si la thématique, bien évidemment, vous intéresse. Alors, je voudrais commencer cette intervention par rappeler que les luttes sociales sont aussi des luttes symboliques, dont l'objet est notamment de dénaturaliser la doxa de l'ordre social, tout en légitimant, bien évidemment, les résistances qui s'y opposent. Or, ces dernières années, un constat qu'on peut faire, en favorisant de nouveaux modes de production, de diffusion et de discussion de l'information, Internet est devenu l'espace de mise en publicité le plus visible des combats discursifs, menés par les mouvements sociaux, combats par le biais desquels les politiques du conflit, quelle que soit leur nature, entendent se livrer à des opérations de cadrage du sens, de perception des enjeux, de légitimation de leurs revendications et actions et de mobilisation du consensus. Les technologies de l'Internet permettent en effet que se créent des espaces de construction, de définition et de partage de l'injustice sociale et des problèmes politiques, notamment via la mise en scène et la circulation de récits et d'arguments qui sont autant d'adresses, me semble-t-il, à partir desquelles peuvent venir s'agréger d'éventuels soutiens et des prenants part susceptibles de se mobiliser. Ce travail de cadrage vise également à informer l'opinion publique et à faire en sorte que les pouvoirs politiques prennent des décisions allant dans le sens des revendications. Les réseaux sociaux numériques permettent par exemple de créer des espaces d'interlocution autour de productions éditoriales des acteurs les plus mobilisés, tout en intéressant des publics plus larges, au point de devenir des espaces de coproduction du sens et de sa matérialisation écrite. Dans le cadre de politiques variées du conflit, l'utilisation d'éléments discursifs a donc pour objectif essentiel de convaincre, de séduire ou de sensibiliser à des situations d'injustice, de rechercher également des formes de consensus ou de consentement, d'élargir l'arène du conflit tout en fixant les enjeux et les camps et de tisser bien évidemment des solidarités. Pour ne prendre que le cas des mouvements de crise qui ont ouvert un nouveau cycle de conflictualité sociale, le cadrage le plus utilisé, je pense par exemple à Occupy ou aux Indignés, a par exemple été celui de l'existence d'une injustice profonde opposant le peuple, les fameux 99%, aux élites, le 1%. Porté plus particulièrement par une narration prise en charge par des sujets se racontant à la première personne, ce cadrage singulier tire surtout son efficacité du caractère authentique des récits mis en ligne. La dérogation aux normes attendues de l'argumentation, notamment celle de la distanciation, censée permettre de rendre compréhensible et acceptable l'expérience narrée, permet de rendre ces histoires plus poignantes et censément plus véridiques. Ces discours produits en ligne se sont également accompagnés d'accusations contre une oligarchie constituée par des hommes politiques voleurs, je reprends une expression beaucoup usitée, notamment par les indignés, mettant à genoux la grande majorité des citoyens. Au travers de cette opposition, pouvant paraître simpliste, voire populiste, les collectifs mettent néanmoins en place la matrice d'une compréhension commune, identifiant des responsables coupables et des victimes. Par ce procédé, ils rendent intelligible le malaise et la cause, justifient le combat à mener, le légitiment, mais opèrent également un réarmement des espoirs, ce qui est explicable et rationnel peut être a priori plus efficacement combattu.
Ces opérations de définition et de cadrage, qui ne sont pas nécessairement guidées d'ailleurs par des instances organisationnelles ayant préalablement défini des éléments de langage, apportent aussi aux mouvements sociaux les moyens d'engager d'autres acteurs dans les conflits. Au rang de ceux-ci, il faut commencer par compter les journalistes des médias dominants, pouvant se prévaloir d'audiences plus massives et qui sont donc d'utiles relais pour faire circuler les cadres d'interprétation dans d'autres arènes publiques. Aussi, la construction de l'audience sur Internet reste, comme au sein des médias traditionnels, dominée par les acteurs centraux des espaces publics. Il continue à s'y tramer, malgré une autonomie de jeu certes plus grande, une compétition aux règles très asymétriques, afin de rendre visibles les messages venant des marges protestataires de l'action civique. Les effets d'information variés, les effets d'agenda, de cadrage, d'amorçage, etc., qui, couplés les uns aux autres, sont susceptibles de conduire à une éventuelle adhésion des internautes, semblent globalement mieux organisés, mieux assurés par les dispositifs en ligne des organisations qui sont capables de structurer des volumes de données plus importants, de faire circuler plus aisément leur cadre interprétatif et de fournir des repères cognitifs plus nombreux et plus ordonnés. Force est par ailleurs de constater que les espaces ouverts récemment par Internet reposent sur une défiance marquée vis-à-vis des prérogatives d'accès à la publicisation réservées aux grands médias et vis-à-vis des logiques de légitimation de la chose publique qui en découlent. Construites contre les espaces publics médiatiques traditionnels, les expressions citoyennes qui s'appuient sur la dimension participative du web font émerger des arènes publiques où se donnent à voir des référents sémantiques alternatifs aux formes narratives des médias dominants. Ces arènes peuvent être alors appréhendées comme une forme de réponse citoyenne à l'évolution d'un espace public médiatique qui tend à se soumettre à des contraintes de sélection toujours plus puissantes, à réserver la prise de parole à quelques individus et à envisager aussi ces publics comme de simples destinataires. De fait, les dispositifs que mettent notamment en place les mouvements sociaux proposent d'autres entités signifiantes et d'autres formes expressives en se construisant comme des espaces de débat et d'échange permettant que s'expriment des formes de délibération non conformes aux conventions du débat public tel qu'il prend notamment forme au sein des médias mainstream. Ces dispositifs développent ainsi des proximités avec des communautés sociotechniques variées à partir desquelles il devient possible que s'exprime une plus forte hétérogénéité de forme et de contenu de la discussion citoyenne, et que s'initie également un modèle de publicité réservant une place non négligeable à des activités collectives, notamment de réception et de construction sociale d'univers de sens singuliers. Aussi, Internet est assez souvent décrit comme le lieu d'un nouvel espace public, assorti à l'exercice d'un idéal participatif où seraient fondamentalement mises en publicité et en circulation des idées et des opinions autour desquelles se créeraient des débats publics et des communautés d'action. Après l'ère des salons, des cafés, de la presse d'opinion et des médias de masse, on en a parlé notamment hier, la période contemporaine se caractériserait donc par l'émergence de nouveaux territoires symboliques, numériques, qui viendraient s'ajouter au répertoire des places où s'actualise l'usage public des opinions privées. S'il faut bien évidemment se tenir à distance des examens pressés qui ont tendance à faire d'Internet justement la nouvelle panacée de la démocratie à l'ère numérique, il faut aussi reconnaître le rôle que celui-ci joue dans l'évolution structurelle des modalités d'apparition publique. Ce qu'il semble important de souligner tient notamment à ce qu'avec Internet, les formes d'expression politique s'ouvrent à des échanges qui déformalisent le débat public le plus conventionnel. Les espaces d'interlocution numérique semblent en effet aller dans le sens d'un élargissement du périmètre politique du débat, en rendant possible des formes de discussion publique reposant moins nettement sur une césure entre les espaces de réception de l'information et ceux de la participation civique au débat. L'impératif de distanciation propre à la régulation de la parole publique au sein de l'espace public médiatique traditionnel tend, je crois, sensiblement à s'amenuiser pour laisser place à des modalités d'expression nettement plus libérées des cadrages liés à la nécessité d'un exercice, on va dire, tenu de la raison argumentative. Toutefois, cet abaissement des normes de la prise de parole publique, de la prise de parole politique,
ne garantit évidemment pas un gain d'intelligibilité ou de maîtrise des enjeux politiques pour un internaute qui, avant d'être mobilisé en tant que citoyen, est d'abord un usager de l'informatique connectée et un consommateur d'espace et de contenu symbolique, allégé des contraintes énonciatives habituelles de la publicité politique. Sur ce point en particulier, il existe notamment dans la littérature anglo-saxonne un nombre conséquent de travaux qui examinent les usages sociaux des contenus informationnels en ligne pour mettre en évidence la manière dont les consommations médiatiques rencontrent et structurent les activités civiques et notamment les activités de mobilisation. On trouve par exemple chez Robert Putnam l'idée selon laquelle la consommation des médias électroniques parce qu'il parle beaucoup de la télévision, conduirait à un recul de la participation civique. Le fait qu'aujourd'hui, chaque personne ait la possibilité de se créer un dispositif d'information et de communication en ligne individualisé donne à penser qu'il y aurait un risque quant à une consommation de contenu médiatique attachée à des préoccupations de plus en plus personnelles, renforçant ainsi un éloignement des questions civiques de portée plus générale. Pourtant, d'autres travaux montre à contrario que les internautes sont susceptibles de rencontrer en ligne une diversité plus marquée de profils sociaux et culturels que celle à laquelle ils pourraient être confrontés hors ligne. D'autres recherches encore mettent en lumière l'influence positive des médias numériques sur l'intérêt des citoyens pour les questions politiques, l'engagement civique et la confiance dans les institutions politiques. Pippa Norris souligne ainsi que les consommateurs les plus conséquents de médias numériques se trouveraient aussi être les plus engagés dans les affaires publiques et les mouvements sociaux, puisque l'exposition répétée à l'actualité agirait en positif sur la compréhension, mais aussi la capacité et la motivation à s'engager dans la vie politique. Cette thèse de Pippa Norris serait toutefois à relativiser dans la mesure où ce seraient davantage les consommateurs déjà investis dans des démarches citoyennes actives, dans des actions protestataires et ayant préalablement acquis des capitaux nécessaires pour s'y adonner, capital social, culturel, économique, qui seraient en fait les premiers bénéficiaires de l'abondance de l'offre informationnelle dans l'espace numérique. Par ailleurs, la structure même de l'espace du web, largement fragmentée et hétérogène, est parfois présentée comme une potentielle faiblesse pour la construction d'un véritable espace public. Yoshai Benkler estime par exemple qu'elle produirait une certaine cacophonie, cette fragmentation, et ferait même du capital économique un facteur déterminant dans la capacité des producteurs à gérer l'attention de leur public. Rares resteraient ainsi les sites à pouvoir attirer de très nombreux internautes, la plupart d'entre eux ne pouvant produire que des audiences pour le moins modestes. La question de la fragmentation et de la multiplicité des espaces de discussion en ligne soulève de surcroît le problème des liens existants entre les espaces publics numériques et les centres de prise de décision. À l'instar, par exemple, des organisations civiques transnationales qui, grâce à Internet, c'est un fait, s'organisent à l'échelle mondiale avec une facilité accrue, tiennent et se nourrissent de nombreux débats, mais ces organisations civiques transnationales n'ont finalement que bien peu de poids sur la mise en œuvre effective des politiques internationales. Contrairement aux espaces publics dits forts, où des décisions sont prises, les espaces publics en ligne sont plutôt faibles, dans la mesure où ils offrent la possibilité de construire des opinions communes et des identités collectives, et c'est déjà pas mal, me semble-t-il, mais sans nécessairement porter des attendus délibératifs en dehors même des structures organisationnelles qui les aménagent. Néanmoins, il faut, je crois, aussi souligner que les zones de débat collectif, implémentées sur les sites d'information, forums, espaces de commentaires, etc., autorisent l'ouverture à des territoires plus distants et notamment la mobilisation de liens inédits liés à l'actualité. Les dispositifs couplant information et lieux de discussion permettent en effet l'émergence d'espaces de connexion où les contenus publiés peuvent être repris, discutés et travaillés par différentes opérations dont Internet simplifie potentiellement certains des accomplissements pratiques. Aussi, n'est-il pas faux de considérer que les espaces d'interlocution de la production d'informations citoyennes vont dans le sens d'un élargissement du périmètre politique du débat.
Ils se présentent comme les supports de séquences de discussion qui participent de pratiques qui s'éloignent des formes les plus instituées de discussion publique, en ce que celles-ci reposent nettement moins sur une césure entre les espaces de réception de l'information et ceux de la participation civique au débat. À cet égard, il semble opportun de souligner que les expressions politiques en ligne participent, avec plus ou moins de succès, au renouvellement des formats d'énonciation, comme à celui des espaces d'interlocution. Elles contribuent à faire évoluer les modalités de production de l'espace public et sont en cela l'un des vecteurs du changement dans l'économie de la représentation médiatique. En ce domaine, le rôle de l'informatique connectée n'est jamais aussi probant, évidemment, qu'au sein des sociétés où les marges de liberté, notamment de liberté d'expression et d'initiative des personnes isolées et des groupes organisés, sont moindres. Internet peut notamment supporter des formes de résistance quotidienne, difficiles à mettre en œuvre dans des contextes où les formes de résistance régulières et publiques sont systématiquement soumises à d'importantes répressions. En ces cas, Internet peut contribuer à faire exister des espaces de discussion, certes fragmentés, mais qui préservent l'exigence du débat rationnel et à partir desquels peut se produire une libre créativité sociale capable de rompre avec les routines et grâce à laquelle les énergies réflexives et inventives peuvent potentiellement, bien évidemment, s'épanouir. La discussion civique en ligne, telle que l'a définie par exemple Peter Dahlgren, porte en effet la plupart du temps un potentiel politique plus large. Lorsque ces intérêts entrent en conflit avec ceux d'un autre groupe social, un commun politique peut alors se manifester et les discussions en ligne peuvent s'articuler à des sphères publiques ayant davantage de capacités pratiques à organiser le changement social. Par ailleurs, il faut noter que la production de contenu politique reste soumise à une guerre de visibilité, Nathalie Pignard-Chenel l'a rappelé tout à l'heure, visant à l'inscrire sur l'agenda médiatique. Si Internet tend à faire disparaître la barrière des gatekeepers dans la sélection et la hiérarchisation des informations méritant d'être diffusées à une large échelle, il faut néanmoins, pour se faire entendre sur la toile, s'engager dans des pratiques autopromotionnelles complexes, voire même virtuoses. Autrement dit, la mise à disposition de contenus symboliques, production originale ou reprise de contenus, de textes, d'images, de sons, agrégation de signifiés, etc., peut être également considérée comme entretenant un lien étroit avec des logiques de production des publics. Donc on produit de l'information, on produit des contenus, mais on cherche aussi à produire ces publics. Et on peut dire que ça relève de nouvelles manières d'attacher les personnes à des contenus. Les contenus délivrés n'acquièrent en effet une efficience que s'ils rencontrent, bien évidemment, les sujets susceptibles de s'y intéresser, de les discuter et ou de les diffuser à leur tour. C'est seulement en trouvant des relais relationnels et en se servant des dynamiques communicationnelles que ces contenus peuvent délivrer leur potentiel citoyen qui ne peut par ailleurs être rabattu sur la seule capacité à inscrire les contenus publiés dans un système d'interlocution en ligne ouvert au plus grand nombre. Aussi, force est de constater que les mouvements sociaux façonnent de plus en plus souvent, un peu à la manière dont ont été décrits les systèmes, les dispositifs de production d'informations en ligne pour les journalistes, eh bien, les mouvements sociaux structurent des dispositifs en ligne complexes qui s'appuient à la fois sur des systèmes de gestion de contenu, des sites, des pages personnelles, des blogs, des UGC, mais également sur des services permettant de multiplier les contacts selon des logiques communautaires, promotionnelles ou de gain de notoriété, le microblogging, les sites de réseaux sociaux, les liens RSS, etc. Plus encore que pour les blogs, déjà remarquables en ce qu'ils proposaient des opportunités relationnelles reposant sur des productions éditoriales par le biais desquelles les individus s'attachent les uns aux autres, les dispositifs qu'on pourrait qualifier de multi-étagés des mouvements sociaux dessinent des publics variés qui restent fragiles, certes, et plutôt erratiques, mais qui, pour une part, forment aussi des embryons communautaires fidélisés et investis, qui peuvent travailler de concert à leur montée en compétences, à la construction collective des opinions, ainsi qu'à la politisation de leurs intérêts à des fins de changement social. De fait, certains mouvements populaires récents tendraient à démontrer que les formes de mobilisation informationnelle ayant un caractère décentralisé, immédiat et réactif participent à l'intéressement de nouveaux publics et sont susceptibles de donner naissance à des formes d'associations dont les activités
peuvent dépasser la production de biens symboliques d'informations en ligne pour s'incarner dans des pratiques hors ligne d'expérimentation et de mobilisation. Ce sont alors de nouvelles scènes de formation collective de la volonté qui émergent, fédèrent des opinions et conduisent in fine à des mobilisations pouvant donner des sens à des formes d'action politique efficaces. Quand la production alternative d'informations réussit à se constituer un public, ce dernier existe d'abord sur un plan symbolique. L'intentionnalité collective et le regroupement prennent forme sur un fond discursif, et les membres de ces publics font l'expérience de leur coexistence autour du partage d'un monde commun qui est évidemment d'abord symbolique. Dans un second temps, le dépassement de cette coalition vers l'action dépend d'autres dynamiques qui ne sauraient être cantonnées aux espaces symboliques, fussent-ils numériques, s'agissant par exemple de s'organiser pour peser sur la définition ou la résolution de problèmes publics. Pour conclure, je souhaiterais souligner enfin que, bien que partielles, les arènes numériques semblent donc concourir à une réactivation de l'exercice du jugement politique et prolongent les formes historiques de la socialisation réflexive par la discussion. Peut-être davantage qu'au sein des espaces publics médiatiques dominants, les expressions citoyennes en ligne sont porteuses de formes de vigilance critique qui se ressourcent dans l'expertise distanciée, dans des savoirs objectivants, mais aussi dans l'expression, et c'est sans doute là peut-être que c'est le plus intéressant, dans l'expression individuelle et collective de l'expérience et du vécu. Ce qui s'invente sur Internet n'a à l'évidence rien d'une révolution formelle qui bouleverserait l'espace public médiatique dominant. Pour ça, il faudrait que l'un remplace l'autre. Mais cela repose néanmoins sur des modes de sociabilité qui peuvent réactiver le débat d'idées, l'évaluation critique, la contestation et l'élaboration collective, autant d'opérations qui autorisent une réflexivité et une mise en capacité des sujets sociaux à devenir des agents plus conscients, plus autonomes et davantage acteurs de leur propre devenir. Après d'autres supports, Internet joue donc un rôle singulier dans l'ouverture et l'actualisation de potentialités sociotechniques qui permettent aux individus et aux groupes d'exprimer leurs expériences, leurs interprétations et leurs revendications. Je vous remercie de votre attention.